Nous passons à notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. L'opposition a créé son Conseil national de transition alors que le pays vient à peine de connaître les résultats provisoires de la présidentielle annoncés donc tôt ce matin par la Commission électorale indépendante. Ces résultats donnent grand vainqueur de la présidentielle du 31 octobre dernier, Alassane Ouattara, crédité d'un peu plus de 94% des suffrages. Eh bien, lundi soir, c'est l'opposition qui s'est réunie pour annoncer la création d'un Conseil national de transition. C'est le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui l'a affirmé au nom de l'opposition. Ce Conseil national de transition sera présidé par l'ancien président Henri Konan Bédié et va former un gouvernement dans les prochaines heures. Credo Tété, l'histoire semble se répéter un peu en Côte d'Ivoire. Oui, donc on a comme l'impression qu'on revit 2010, mais avec l'inversement du rôle des acteurs. Parce qu'en 2010, c'est M. Ouattara qui était dans cette posture de former un gouvernement, de réclamer. Et 10 ans plus tard, donc c'est lui qui se trouve dans la posture, je ne dirais pas dans la posture de Laurent Gbagbo, mais c'est lui qui est beaucoup plus en difficulté. C'est vrai, il y a un langage vulgaire qui dit ce que tu fais te fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que cela peut être transposé dans la réalité que vit aujourd'hui M. Alassane Ouattara? Mais tout compte fait, il faut dire, au-delà de la duplication de l'espérance de 2010, aujourd'hui en 2020, on doit s'interroger sur l'avenir de nos oppositions africaines. Est-ce que c'est le même refrain? Est-ce que ce sont les mêmes stratégies? Parce qu'on a vu en 2010, c'est vrai, M. Ouattara avait le soutien de certaines puissances étrangères et rapidement on l'a aidé à faire quitter du pouvoir M. Laurent Gbagbo qui réclamait aussi, disons, sa victoire. Avec ce Conseil national de transition qui est dirigé par Henri Konan Bédié, donc c'est un vieux politicien et je me demande est-ce que cette affaire va prospérer ou bien c'est fait à dessein juste pour essayer de créer une situation qui ne puisse pas profiter également à M. Alassane Ouattara. Et quelles seront, disons, les marges de manœuvre de ce Conseil national? Parce que c'est vrai, ils appellent à une transition, ils vont former un gouvernement. Mais ils vont former le gouvernement, mais le gouvernement va travailler où? Du moment où M. Ouattara est sorti avec pratiquement, selon leur commission électorale indépendante, avec pratiquement 95% des voix. Donc, c'est qu'il y aura une situation, je suis tenté de parler de guerre de tranchées, parce que les positions sont assez tranchées. M. Ouattara va vouloir défendre aussi, disons, sa victoire entre griffes, telle que prononcée par la CEI. L'opposition aussi, qui a tenu à maintenir son mot d'ordre à la désobéissance civile. On a vu le jour des élections comment est-ce que les violences ont encore été d'actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, à quoi devrons-nous nous attendre sur le sort politique de la Côte d'Ivoire? C'est que le lendemain n'est pas tout à fait rose. On va venir à ça tout à l'heure. Du côté de l'opposition, donc on s'inscrit dans une logique de résistance. Je suis en train de regarder ici la déclaration d'un autre candidat de l'opposition, Kwadio Kona-Bertin, qui a plus fait office de, je sais pas moi, de décoration dans cette élection. Non, mais c'est l'ami de Pasteur Edokomi. Qui? Kakabe dit ceci, Pasteur, il dit entre des résultats imparfaits et la guerre civile, je choisis les résultats imparfaits. Je prends acte des résultats proclamés par la CEI. Je ne veux pas ajouter de trouble au trouble. Je félicite Alassane Ouattara pour sa victoire. Oh non, mais écoutez, Samuel, depuis quelques jours, j'ai le cœur triste, j'ai le cœur gros. Hein? Avec la Guinée et la Côte d'Ivoire, je vous assure que je me retrouve dans un continent où on veut copier les Occidentaux, mais pas dans l'organisation des élections. On veut copier les Occidentaux, on les copie dans tout. Mais organiser les élections pour que ça soit propre, en termes de mandat, en termes de résultats, on ne veut pas le faire. Et Samuel, quand on lit ce qui se passe, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Guinée, j'avoue quand même quel est notre sort. Pourquoi? En Afrique, il va se passer encore des choses horribles. Alors, aujourd'hui, celui-là est-ce qu'il y a eu d'élection en Côte d'Ivoire?
c'est un non-événement, ces résultats. Quand on dit exclusif, on dit urgent. Quand je vois urgent, on dit Alassane Ouattara a gagné. Bon, est-ce qu'il y a une élection? L'élection, ce n'est pas seulement le jeu de vote. L'élection, c'est un processus qui d'abord le recensement, la distribution des cartes d'électeurs jusqu'au jour J. Ce processus-là, on n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu ce processus jusqu'au jour J. C'est vrai, il y a eu vote, mais il n'y avait pas eu d'élection. Il y a eu vote, mais pas d'élection. Il y a eu vote, les gens, certains sont allés de manière sporadique aller voter, mais il n'y a pas eu d'élection. Tout le processus est bâclé. Vous avez vu, ce sont les militaires, ce sont les bataillons, les bureaux de vote même, quand vous les regardez, ça a l'impression d'une véritable jungle. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu. Quand il y avait des menaces sur il n'y a pas eu. Fallait sécuriser. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas eu. Ce qu'on nous proclame là, jusqu'à un taux de participation de 54%, ou en Côte d'Ivoire. Quand même, un aveugle qui ne voit pas, écoute ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, donc, nous dit aujourd'hui qu'il félicite, quel est ce monsieur-là qui félicite aujourd'hui Alassane Ouattara pour avoir gagné. Bon, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu un événement, c'est un non-événement, tout ce qu'on nous présente. Bon, donc, je suis d'accord que choisir entre des résultats imparfaits et la guerre, là, en tant qu'un militant non violent, et le mouvement que j'incarne, je ne vais pas accepter qu'on aille en guerre. Mais les résultats imparfaits aussi, j'aurais aimé quand même que les choses se déroulent de manière acceptable pour que je puisse accepter les résultats. Mais je ne veux pas aussi la guerre pour la Côte d'Ivoire. Et comme il a dit, on est en train de rééditer la scène macabre de 2010. Et c'est dommage, juste parce que Alassane Ouattara veut un troisième mandat. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son équipe et son RHDP, je crois que c'est eux qui sont la cause des morts qu'il y en a. Et demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Avec des tirs nourris, des grenades, gaz, des grenades devant les maisons des opposants et autres, la Côte d'Ivoire est encore partie pour être une véritable scène d'actes horribles. Et nous ne le souhaitons pas du tout. D'accord. Alors, je suis également en train de chercher des propos de Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP. Je vais retrouver ses propos tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez que c'est vrai, en 2010, Alassane Ouattara avait fait la même chose. La CEI et le Conseil constitutionnel avaient déclaré vainqueur Laurent Gbagbo. Il était dans ce qu'on avait appelé la République du Golfe à l'époque. Il a formé son gouvernement parallèle. Mais il a eu les moyens de sa politique. Est-ce que cette opposition, si incarnée par Henri Konan Bédié, Pascal Afine-Guessan, est-ce que cette opposition a les moyens de la politique qu'elle engage? Non, je ne pense pas que l'opposition ivoirienne, telle que définie par ce processus électoral, peut forcer la main à monsieur Ouattara s'il n'y a pas un concours extérieur. S'il n'y a pas un concours extérieur, parce que vous aurez remarqué, c'est vrai, donc ils étaient sur tous les fronts, le front de la communication. Donc là, ils ont réussi le travail de la communication pour démobiliser les gens, pour ne pas avoir un fort taux de participation à ce vote. Mais est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour poursuivre, disons, le bras de fer, dont je dirais, grand point d'interrogation. Mais leur espoir, donc ce sont les menaces proférées par Guillaume Soro. Donc, ils sont en train de surfer sur le va-t-en-guerre qui définit un Guillaume Soro comme ancien chef rebelle et Guillaume Soro en froid ou bien en difficulté avec Alassane Ouattara qui voudrait coûte que coûte la déchéance de ce monsieur par rapport à son pouvoir. Donc là, mais vous aurez également remarqué que dans ce contexte ivoirien, certes, ils ont, disons, encore l'assentiment de la plupart de les militants qui répondent présents à toutes leurs sollicitations. Mais est-ce que cela suffit seul pour mener ce bras de fer et espérer le gagner? Donc je suis pessimiste sur ce côté parce que aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait une défection du côté de l'armée pour essayer de conforter les positions
de ces opposants. Et aujourd'hui, lorsque moi je suis ces acteurs qui sont rassemblés autour de M. Bédié, c'est vrai, M. Bédié, il y a l'âge, mais et on doit également s'interroger sur le rôle de Pascal Affi N'Guessan, parce que Pascal Affi N'Guessan s'est rebiffé à un certain moment, parce qu'il n'était pas dans cette posture d'aller à un bras de fer avec M. Alassane Ouattara, mais c'est le fait qu'il est dans des conditions qui n'étaient pas claires, déposer sa candidature au moment où il y avait un autre courant de pensée au niveau du FPI qui pensait que le modèle qu'il devait présenter, c'est la personne de M. Laurent Gbagbo. Donc, lui aussi, il a su en quelque sorte renverser la tendance communicationnelle, parce qu'il était parti pour être laminé sur le plan de la communication, parce qu'il n'a pas attendu que le FPI dans son ensemble choisisse son candidat, mais il a vite saisi l'opportunité de se positionner du côté de M. Bédié. Mais est-ce que c'est un positionnement assez sincère? Est-ce qu'avec la formation de ce Conseil national de transition, est-ce qu'on ne va pas assister, disons, aux méfaits que connaissent les oppositions africaines, parce qu'à un certain moment, le moi sera prédominant au sein de ce Conseil? Les gens vont dire, certains vont dire, oui, ce sont eux qui ont positionné M. Bédié à ce poste. Donc, M. Bédié doit prendre en considération tout ce qu'ils ont comme idée, mais M. Bédié aussi voudra s'affirmer et puis privilégier, dérouler le tapis pour les actions ou bien pour le projet de son parti politique. Donc, c'est là où on peut trouver un peu de similitude avec certaines oppositions dans certains pays de la sous-région ouest-africaine. Alors, de toute façon, les propos d'Adama Big Togo que je cherchais, je ne les ai pas retrouvés, mais je les avais déjà lus. Adama Big Togo trouve que la formation de ce Conseil national est une défiance. Il appelle donc le pouvoir à la fermeté. Oui, bon, tout le monde sait de quel côté se trouve Adama. Ce sont ces intellectuels-là, entre guillemets, tarés de l'Afrique, c'est eux qui font toujours, qui mettent toujours du feu sur ce continent. De ne pas reconnaître les choses dans leur état pour permettre à nos pays de pouvoir avancer. Oui, c'est tout à fait normal. Il ne peut que tenir ces genres de propos à la fermeté. Ben si on le ramène en 2010, il va se rendre compte de l'évidence que ce qu'il dit de l'autre côté aussi, du côté de Laurent Gbagbo, c'est ce qui a été dit, la fermeté par rapport à ce qui a été fait comme gouvernement de l'hôtel du Golfe. Oui. Bon, donc aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, ce que tu fais, ça te refait. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de tirer les conséquences de son jeu flou, qui a toujours caractérisé l'obscurité, l'obscurantisme qui a toujours caractérisé sa personnalité. Aujourd'hui, quelle fermeté? La fermeté, c'est d'embraser la Côte d'Ivoire. C'est normal qu'on va dire nous sommes dans un État. Il faut que la loi s'impose. Il faut que la loi s'impose. Et l'autre cas aussi, qui a aussi sa position tranchée, donc on va rentrer dedans. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? C'est ça. La fermeté, certes. Mais la fermeté, il faut que la fermeté ait quand même une base de soubassement. Un soubassement, il n'y en a pas. C'est le fait qu'on conteste la candidature. Les Ivoiriens ont contesté dans leur majorité la candidature de Alassane Ouattara à ce troisième mandat. Ça, il faut qu'on le souligne. Il y a eu quand même un boycott tellement. Moi, je suis en contact avec les collègues de la Ligue ivoirienne des associations de droits de l'homme qui nous envoient des choses, qui nous parlent de la situation, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, donc, aujourd'hui, appeler à la fermeté pour faire quoi? Pour arrêter l'opposition? Ben, vous mettez l'opposition en prison, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Vous les envoyez en exil, ça ne suffit pas. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, les gens ont des moyens. Les gens ont des moyens financiers. Ils ont des moyens financiers. Le pouvoir en a, l'opposition aussi en a. Et c'est ça qui va jouer. Peut-être que c'est ça qui a manqué à certaines oppositions. Ouais. Maintenant, l'argent pour faire quoi? L'argent pour faire la guerre? L'argent pour tuer les Ivoiriens? Juste parce qu'on veut le fauteuil présidentiel? Ben c'est à cette question-là, c'est à cette interrogation-là qu'il faut soumettre aujourd'hui la situation ivoirienne. Donc moi, j'avoue que aujourd'hui, quand je parle de la CEDEAO qui est allée en mission
en mission diplomatique préventive, ouais. qui n'a rien donné. Maintenant, médecins après, certainement la mort, ils vont organiser quelques hommes, hein, peut-être le général Béhanzin, Jean Cassibrou, comme on les appelle, ou bien Ibn Chambas. Ces messieurs-là, Ibn Chambas, qui n'a pas... C'est-à-dire un Ghanéen qui fait ça, bon, ça me fait mal. C'est un Ghanéen. On ne voit pas le sang du Ghana dans Ibn Chambas, dans tout ce qu'il a fait au Togo. Il fait un peu partout dans les pays d'Afrique, et notamment les pays francophones. On ne le sent pas. Pour moi, il n'est pas un Ghanéen. On connaît les Ghanéens, la vérité des Ghanéens, le langage véridique des Ghanéens. Ibn Chambas, c'est les fossoyeurs de la démocratie en Afrique. Je le répète, c'est les fossoyeurs de la démocratie en Afrique. Lui, Général Béhanzin et autres, c'est des gens qui conduisent l'Afrique vers l'abattoir. Et ça, franchement, je le dis et je le répète, la Côte d'Ivoire, une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ça ne servira à rien. Dire à Alassane Ouattara que le 3e mandat n'est pas approprié pour lui en Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas convaincu Alassane Ouattara à renoncer à sa candidature. Je crois qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on est en train de créer. On me dira que la CEDEAO n'a pas ce cas de charge. Il n'a pas ce cas. Pourquoi aller? C'est pas faux. Alors, de toute façon, on est quand même déjà dans une situation de tension et le président Alassane Ouattara connaît très bien cette situation et c'est qu'il ne faut pas jouer avec. Non, oui, avant de revenir à la question, mais moi je voudrais dire, ne tombons pas dans le piège du vulgaire en focalisant, en prêtant des intentions, disons, aux officiels de la CEDEAO et puis des Nations Unies. Donc, ils ont un rôle à jouer et ils jouent leur partition. Ils font des efforts. Là où je voudrais nuancer un peu les propos de monsieur le maire, c'est que le général Béhanzin, le commissaire des affaires politiques de la CEDEAO, paix et sécurité, il a une mission. Donc, c'est son département qui s'occupe, qui facilite les choses pour le compte du bureau du président de la commission. Il a un rôle à jouer et je crois que jusqu'à présent, il joue le rôle dans les limites de ses possibilités. Et c'est valable également pour M. Ibn Chambas. C'est vrai, c'est un Ghanéen, mais cela ne voudrait pas dire qu'un Ghanéen doit être aveugle, doit regarder uniquement dans une direction, ou bien lorsque la personne ne réagit pas comme on le voudrait, donc qu'on essaie de jeter de l'anathème sur ces personnes. Maintenant, dans la situation, pour revenir à votre question, il faut dire que c'est une situation qui est assez complexe. La situation, d'après le 31 octobre, c'est une situation qui est assez complexe. Monsieur Ouattara, donc, la posture qu'il va adopter aujourd'hui, c'est une posture démocratiquement autocratique. Démocratiquement autocratique parce que il ne voudra pas que ce que lui, il a fait en 2010, que les gens lui répètent ça. Nous avons déjà vu sur les réseaux sociaux certaines informations qui circulent par rapport, disons, à cette organisation d'une certaine milice pour aller saccager le domicile de ses opposants. Donc, on ne sait pas. On prend tout cela avec pincette. Mais c'est vrai, M. Ouattara sait comment ça s'est passé en 2010 et il sait comment les choses fonctionnent. Donc, il ne va pas permettre à ce qu'il y ait même un début d'exécution. Donc, il sera intransigeant, quitte à faire la sourde oreille ou bien à jouer, disons, à l'aveugle volontaire pour imprimer son pouvoir. Et vous aurez remarqué qu'après la proclamation des résultats, le langage politique aussi a évolué selon le camp dans lequel vous vous retrouvez. Que ce soit du côté du RHDP, donc là, ils sont montés en puissance. Donc, ils disent maintenant, il faut faire respecter la loi, disons, la sécurité, la quiétude. Mais du côté de l'opposition, c'est que l'opposition n'a jamais été d'accord avec la candidature de M. Ouattara, ni avec les résultats. Donc, ils sont dans une posture également de revendication ou bien dans une posture d'annulation même de ce processus. Vous aurez remarqué, ce qui a été le soubassement même de la mise en place de ce Conseil national de transition, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas en ces élections-là. Oui, Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Comme président de la Côte d'Ivoire, c'est là où ils appellent même à une transition. Mais ce qu'ils oublient, c'est que là,
leur appel à la désobéissance civile n'a pas prospéré dans tout le pays parce qu'on a vu des électeurs ivoiriens, certains qui sont partis à ce vote-là, qui ont accompli leur devoir civique. Donc c'est là où nos oppositions doivent se rendre à l'évidence que du moment où vous réclamez une certaine partie des populations, le parti qui est au pouvoir, qui joue habituellement dans un rôle de conservation, a aussi ses militants. Et le fait de boycotter les élections, cela n'a jamais servi. Vous allez voir, la finalité c'est quoi? Donc le bras de fer sera engagé pendant quelques semaines, mais après ils vont se retrouver à une table. Et c'est là où on va leur dire, mais il faut que la Côte d'Ivoire en tant que pays gagne. La Côte d'Ivoire en tant que pays va gagner, c'est qu'il ne faudrait pas embraser ce pays. Donc il faut trouver le consensus. Et le consensus sera trouvé. Peut-être qu'ils vont accepter difficilement participer à l'action gouvernementale, mais vous allez voir, M. Ouattara, qui est dans une posture, s'il n'est pas lâché par certaines puissances étrangères, M. Ouattara va gouverner ce pays. Alors, la situation quand même est très tendue en Côte d'Ivoire. Je suis en train de lire qu'actuellement, un convoi des forces armées vient en renfort aux forces de l'ordre présent devant la résidence du président Henri Konan Bédié, parce que Alassane Ouattara connaît aussi très bien Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié était avec lui en 2010 quand ils ont organisé la résistance. Donc, il sait que si Henri Konan Bédié préside ce Conseil national de transition, c'est un homme qui peut faire mal. Hein. Non, Alassane Ouattara est simplement malhonnête. Malhonnête pour le coup qu'il a fait à Bédié. C'est un coup terrible. Ça, c'est vrai que c'est les arbres de la politique. Ça, c'est les meilleurs de la politique. Le retour de l'ascenseur n'a pas été... Qui connaissent très bien. Il a fallu le soutien de Bédié pour qu'en 2010, Alassane Ouattara passe. Ça, c'est ça. C'est un fait. Et on attendait quand même que le pouvoir en 2020, ça balance au moins au niveau du PDCI. Même si ce n'est pas Bédié, qui est un candidat du PDC soutenu par le RITP. Et c'est ça même la vie. C'est ça l'homme. C'est ce qu'on peut mettre dans le bon sens. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les deux se connaissent très bien. Alassane Ouattara ne doit jamais oublier que le principe de l'ivoirité, c'était sous Bédié, pour pouvoir écarter Alassane Ouattara. Mais il a fallu Laurent Gbagbo pour que Alassane Ouattara puisse avoir l'identité vraiment ivoirienne. Parce que le principe là, ça volait tellement, ça prenait tellement de l'ampleur. Et aujourd'hui, les deux se connaissent très bien. Bon, quelle est la situation? Quel est le cas de figure qui va se présenter aujourd'hui quand il y a un convoi de militaires en renfort aux gendarmes devant le domicile d'Alassane Ouattara, juste parce que... De Bédié, parce qu'il y a un conseil national de transition. Pourquoi? Je crois que Kedo avait flairé tout à l'heure, avait développé l'aspect. Il disait que la situation aujourd'hui, c'est que Alassane Ouattara, on lui a donné un score, il est le vainqueur, il devrait aller dans le sens de dire, bon, il y a un conseil national de transition. Maintenant qu'ils n'ont pas quand même... Ils n'ont pas quand même le truc du pouvoir. C'est quelque chose qu'ils vont faire. Mais là où le bas blesse, c'est que la désobéissance civile est maintenue. Et quand la désobéissance civile est maintenue, il est vrai quand même qu'Abidjan appartient, qu'on ne veut pas, Abidjan appartient à l'opposition. Abidjan appartient, la grande majorité, Abidjan appartient à l'opposition. Et toutes les grandes activités, c'est à Abidjan. Donc il va falloir, si la désobéissance civile est maintenue, mais ça pouvait changer l'idée aux forces armées, comme par exemple ce qui s'est passé au Mali. Parce que là, la situation serait incontournable, ingouvernable. Le pays serait ingouvernable, ingérable. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On passera certainement à la transition. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est sous la pression, qui est sous pression. Parce que les pays occidentaux observent quand même. C'est vrai quand même qu'il y a la France, ils observent. Si la situation venait à dégénérer, et que la France ne voit plus son intérêt. Parce qu'il faut que Abidjan, il faut que la capitale fonctionne. Il faut que les choses marchent en Côte d'Ivoire pour que la France puisse avoir ses intérêts. Et quand il voit que ses intérêts sont menacés, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut facilement lâcher. Et cette France-là, tout le monde la connaît. Ce n'est que les intérêts. Ce n'est que les intérêts. Vous le voyez. Vous voyez les ministres français déambuler, défiler au Mali. Pourquoi faire? D'ailleurs, c'est le seul pays qui envoie aujourd'hui les officiels. Il n'en a pas encore.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi au Mali? Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a comme un semblant de mutisme de la communauté internationale actuellement, CEDEAO, Union africaine, sur ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Non, je crois que c'est le temps d'observation et c'est le temps aussi de la diplomatie silencieuse. La diplomatie silencieuse. On en a marre. Oui. Il faut que la diplomatie parle. Non, la diplomatie, elle est silencieuse, mais elle n'est pas muette. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et avant que le jour n'apparaissent. Donc, il y a des choses. Donc, c'est dire que les officiels de la CEDEAO, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies ne vont pas abandonner la Côte d'Ivoire parce que il y a un point commun, c'est que la Côte d'Ivoire est dans une situation assez critique. Donc, avouons-le, la situation est assez critique. Et on ne voudra pas, pour la stabilité même de la sous-région, que ça dégénère encore. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la rébellion, ce qui s'est passé en 2010 avec l'après-élection, où les Ivoiriens ont souffert, mais les communautés africaines aussi, du côté de la Côte d'Ivoire, ont souffert. Même l'international aussi a eu les séquelles de ce mouvement. Donc, on ne voudrait pas rééditer, disons, cet exploit malencontreux. Donc, il va falloir que les Ivoiriens se parlent et trouvent, disons, le juste milieu pour essayer. Maintenant, la solution ne serait pas aussi magique. Si je parle de l'inopportunité d'une solution magique, donc c'est qu'il ne faut pas tout attendre de la communauté internationale aussi. Et quand je parle de la communauté internationale, donc c'est le Nord et le Sud. Et en termes d'assemblage de communauté internationale, il faut que les Ivoiriens prennent leur responsabilité. Il faut que les Ivoiriens, arrivés à un certain moment, malgré les divergences de point de vue, malgré les chocs, puissent se parler. Ils n'ont qu'à se remémorer. Là, on a plus l'impression de dialogue impossible pour le moment. Non, il n'y a pas de l'impossibilité dans une action humaine. Donc là, il y a des poches de résistance, mais lorsque on trouve un terrain de déblayage, on peut toujours aller, disons, on peut développer des capacités d'écoute. C'est vrai, je parlais dans un récent développement de la guerre des tranchées. Et aujourd'hui, c'est la guerre des tranchées. Et la guerre des tranchées n'a jamais été éternelle. Donc, c'est la guerre de positionnement, c'est la guerre d'affirmation de soi, de son identité, de sa position. Mais à un certain moment, lorsque vous aurez fini de vous exprimer, d'afficher ce que vous avez envie d'afficher, donc c'est comme si les cartes vont s'éplucher et vous serez obligé vous-même d'aller à une certaine stratégie de discussion, de dialogue. Mais moi, ce que je crains, c'est que M. Ouattara ne soit pas ouvert à cette stratégie de dialogue avec l'opposition. Parce que vous avez vu, l'opposition ivoirienne l'a fatigué. Avouons, l'opposition ivoirienne l'a fatigué. Guillaume Soro le fatiguait de l'extérieur, les autres le fatiguaient de l'intérieur. Et vous aurez remarqué même que pendant la campagne électorale et jusqu'au jour du scrutin, les propos de M. Ouattara avaient pris une autre proportion. Donc si on voudrait décortiquer, parce qu'à un certain moment, donc il a laissé le moi supplanter, disons, ses affirmations publiques. Parce que vous aurez... il était même prêt à rencontrer Bédier. Oui, il était même prêt à rencontrer Bédier. Non, mais il y avait même cette possibilité. Donc, c'est dire que à un certain moment, le gars aussi s'était vraiment braqué. Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Peut-être qu'il a encore souvenance de sa force de frappe pendant la rébellion, mais il doit également reconnaître qu'avec, disons, cette scission qu'il y a entre lui et puis Guillaume Soro, il est diminué. D'accord. Partons pour la pause maintenant et puis on revient après le journal continuer cette émission.